Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode croustillant de Parlons de votre mental. Donc, pour une fois, on a sorti les popcorns et j'ai le plaisir d'accueillir Maître Chacal sur une émission pour parler de son mental. Donc, je le suis depuis un petit moment. J'accroche pas mal à ses vidéos TikTok. Et je le suis aussi un petit peu sur Instagram. Voilà, pour moi, c'est un créateur de contenu génialissime. Et j'avais vraiment envie de l'interviewer parce que il me fait vivre l'actualité comme aucun média et je me régale. Donc j'ai osé, parce que comme souvent je vous dis, il faut oser. J'ai osé aller le contacter pour pour lui demander s'il accepterait une interview. Il m'a répondu oui avec un grand plaisir et je te remercie énormément, Maître Chacal, d'être ici parmi nous pour pouvoir répondre à mes questions sur ton mental. Et on va rire, je sens. Ouais, c'est sûr. Et merci à toi, Sébastien, de m'avoir invité. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là et de communiquer avec ta communauté. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à discuter, à regarder ce live ou l'écouter en podcast. Et surtout, n'oubliez pas de prendre un peu de popcorn aussi, parce que popcorn, bah oui, ça va être croustillant. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Parce que du coup, moi, je te connais à travers les réseaux sociaux. Tu crées du contenu, tu me fais vivre un peu l'actualité d'une manière un petit peu différente en m'amenant un petit peu à la réflexion sur certaines choses qu'on nous présente dans les médias. À chaque fois, je me régale parce que tu prends des contre-pieds extraordinaires. Et du coup, voilà. Si tu te présentais, ça serait super. Ok, alors, mon nom sur TikTok, c'est Maître Chacal. Alors, mon vrai prénom, c'est Jean-François Zvi. C'est un prénom assez allemand, mais d'origine Haïti. Voilà. Et donc, le but de mes vidéos, par exemple sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux, c'est des vidéos qui réagissent à l'actualité, mais sur un regard du chacal. Alors, comment je peux dire ça pour que les gens comprennent un peu mieux? Il y a l'actualité et le traitement de l'actualité que, par exemple, tu as dit tout à l'heure, que les médias font, qui est que on reporte ou souvent on va juger l'actualité avant même de comprendre le tenant et les aboutissants. Ce que les médias font, c'est-à-dire on prend position et on donne notre position. Et en fait, moi, la manière dont j'essaie de traiter l'actualité, c'est déjà de regarder les faits, d'exposer les faits des uns aux personnes qui écoutent la vidéo. Ensuite, de les pousser à la réflexion pour voir est-ce que ils comprennent déjà de l'actualité, est-ce que c'est ça? Et de manière un petit peu avec sarcastique, puisque l'actualité, comment je peux expliquer ça? De manière sarcastique, je prends l'actualité, je la ça c'est un petit peu le trac de parler comme ça, d'expliquer ce que je fais. Je veux pas que ça, je traque. Prends un popcorn, prends un popcorn. Ça ou pas? Ouais, t'inquiète, vas-y, explique. Faut rester, de toute façon, on est entre nous, là. On t'en voudra pas, de toute façon. Ouais. J'arrive pas à expliquer ce que je fais. Peut-être que les gens voient ce que je fais. Je sais pas comment t'expliquer ça. Quand j'explique, j'ai l'impression de déformer ce que je fais. Par contre, quand je
préfère laisser à la personne la possibilité d'entrer en contact direct avec le réel de ce que je fais. Donc, disons juste que je prends l'actualité de manière sarcastique et j'essaie de pousser les gens à une réflexion tout en restant décalé, tout en restant moi, quoi, en fait. Enfin, comment t'expliquer ça? Oui, moi je comprends très bien. Je veux dire, tout en restant neutre par rapport à l'actualité, tu amènes les gens à réfléchir et à se poser des questions sur les faits qui sont évoqués dans l'actualité et en ayant aussi, du coup, un contexte finalement, un contexte et peut-être parfois un historique pour venir comprendre ce qui est dit et amener les gens à avoir pas forcément voir l'actualité parce que finalement on voit l'actualité, mais avant de la consommer, de réfléchir au contexte et amener aussi peut-être une part critique des gens plutôt que de consommer de l'actualité comme on pourrait le faire sur BFM où ça tourne en boucle et voilà, finalement t'as écouté 3 millions de fois la même chose et finalement ton cerveau il connaît les informations par cœur, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour bien comprendre l'actualité, en tout cas de manière générale, le réel, pour moi, on est obligé de comprendre les choses factuellement, les choses factuelles dans un premier temps, le contexte. Dans quel contexte ça a donné ça? Ne serait-ce que, par exemple, il y a la vidéo qui était sortie, il y a cette histoire de l'actualité avec Pierre Palmade, qui est sortie il y a quelques jours, là. Justement, j'ai fait une vidéo là-dessus, et que les gens sont dans la réaction. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, les gens s'interrogent, ils ont des émotions qui arrivent, ils se disent, comment comprendre ce réel, en fait? Parce que ça nous semble déjà injuste, on a envie de réclamer justice, tu vois, toutes les réactions sont là. Et en fait, la question c'est, est-ce qu'ils comprennent déjà qu'est-ce que la justice? Comment est régie cette justice qu'ils connaissent, parce que quand ils disent justice, en fait, la justice est quelque chose de bien réel, en tout cas dans le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire, il y a une institution, qui est la justice, qui s'occupe de ces affaires-là. Et est-ce qu'ils la comprennent? Est-ce qu'ils sont en fait en phase avec elle? Et avant de réagir, est-ce qu'il faut pas déjà comprendre le réel avant de réagir à ce réel qui nous semble peut-être injuste? Et donc en fait, quand j'ai fait cette vidéo-là, les gens ils ont vu qu'ils ont en tout cas compris une chose, c'est-à-dire il y a une justice qui est faite pour réparer des choses. Il y a une justice qui s'occupe de pénal, par exemple, qui s'occupe de tous les choses qui sont contre la société. Et ça permet de comprendre comment le jugement, en tout cas en France, est fait. Pour chaque actualité, pour chaque événement, ça permet de voir comment finalement la justice, l'institution se base, sur quels critères elle se base, justement établir en fait un jugement. Et ça de manière très simple, parce que le but c'est d'apprendre ensemble, c'est de rigoler aussi en mangeant du popcorn, parce que j'adore le popcorn et parce que c'est croustillant. Et donc voilà, donc on doit comprendre le contexte, et comme ça la charge positive ou négative qui est portée par la réaction, elle finit par tomber neutre, en fait. Parce qu'on comprend, on voit, et on n'est plus dans... Oui, mais du coup, une fois qu'on comprend le réel, ou en tout cas, on commence à voir comment il a été construit, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la justice, c'est la justice, et ça veut dire que le système de justice, il est comme ça, les choses extérieures, comment ils sont traités par cette justice, et ça nous permet de calmer déjà nos réactions, et ensuite de se dire, en fait, qu'est-ce que nous, on aurait aimé qu'il se passe? Mais est-ce que, avec juste ce que l'on désire, tu vois, par exemple, est-ce que ce serait plus fiable? Tu vois, par exemple, on pourrait dire, oui, il mérite la peine de mort. Ok, mais ça veut dire que tu vas instaurer un outil de mesure. C'est-à-dire que, ça de ton désir de vouloir faire en sorte que tous ceux qui commettent quelque chose finissent par payer, comme ça. Donc en fait, il faut comment tu vas juger les autres, du coup, sous quels critères? Il faut bien un critère de départ, un critère du coup qui ne doit pas être totalement passé par l'émotion.
il faut que ce soit aussi rationnel. Donc, tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas si Après, la justice, c'est très simple, hein. À partir du moment où une infraction a été commise, généralement, les forces de l'ordre interviennent. À partir du moment où les forces de l'ordre sont intervenues, du coup, ils arrêtent, en tout cas, la personne qui a commis, en tout cas, les faits. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, du coup, ils l'embarquent, ils appellent, du coup, le tribunal, ils appellent le parquet, et en fait, c'est le parquet qui décide de suivre ou de poursuivre ou pas en fonction de ce qui est dit. Et à partir de là, du coup, il y a souvent, s'ils poursuivent, la plupart du temps, il y a une garde à vue qui est faite, parce que du coup, il y a une enquête qui commence à être mise en place. En fonction des faits, du coup, ça va être dispatché selon différents types de juges. Donc là, visiblement, si c'est homicide, machin, du coup, ça part la plupart du temps sur des juges d'instruction, etc., parce qu'il y a une enquête qui est ouverte. Et ensuite, il y a toute la machine judiciaire qui va se mettre en route et qui va venir, en tout cas, s'occuper de juger. Et comme tu disais si bien, après, là, tu vois, la justice est faite pour, en fait, comme tu disais, c'est très juste, c'est pour venir demander réparation à la société, en fait. C'est-à-dire que comme la personne qui a commis cet acte, c'est un acte qui est, en tout cas dans le code de justice pénale, qui est répréhensible et qui ne correspond pas au fait de vivre collectivement en société. Donc, ce qui se passe, c'est que derrière, du coup, il y a une sanction qui est prévue, la plupart du temps par rapport aux différents délits qui peuvent être commis. Et à partir de là, les juges vont pouvoir appliquer, d'ailleurs, le code pénal et juger de la peine qui doit être mise en œuvre pour la personne qui a commis ce délit, quoi. Mais c'est une grosse machine, c'est une très très grosse machine. La justice, on se représente pas Enfin voilà, et puis en plus la justice est surchargée, donc forcément parfois, tu vois, pour des délits mineurs, le parquet il poursuit pas. Ça peut être simplement appel à la loi, par exemple, tout simplement qui est fait directement sur le lieu où la personne a été interpellée. Donc voilà, donc la justice, elle a du boulot, quoi, c'est sûr. Mais bon, voilà. Pierre Palmade, ouais, il a déconné, ça c'est sûr, hein, on peut pas dire le contraire, hein, je veux dire. Mais après, c'est pas à nous de juger quoi que ce soit. C'est à la justice de faire son boulot, et puis il y aura toujours des personnes qui diront il a pas eu assez, il a eu assez. Enfin, c'est pas à nous de juger, en fait, j'ai envie de te dire. Parce qu'autrement on serait tous juges. Et oui, bien sûr. De toute façon, ça ne va rien apporter. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, en tout cas dans les choses, c'est que les événements de l'actualité portent une certaine forme de gravité. Et en fait, le but, c'est de sortir de cette gravité dans les vidéos. Donc, par exemple, il y a la guerre en Ukraine, il y a Pierre Palmade. On a l'impression qu'on est submergé par les choses, qu'on va être absorbé. Et en fait, le but, c'est de rappeler que, en fait, des Pierre Palmade, il y en a tous les jours. Et on continue de vivre. Des guerres, il y en a tous les jours, malheureusement. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse, continuer à avancer. Et surtout, là, je sais pas si ton auditeur est... Parce que je sais pas si ton auditeur est ouvert à entendre des choses, tu sais, que mon nom, c'est quand même Maître Chakra, tu vois. Et la vie a une certaine forme à la fois de gravité, de sérieux, mais et une certaine forme aussi de cruauté. Et parfois une légèreté extrême. Donc du coup, moi j'aime bien, je fais un peu ça, tu vois. C'est très grave, mais tout d'un coup, je prends le popcorn et je dis, c'est quoi je viens? Parce que je dirais pas que c'est pas grave, et qu'en fait, c'est ainsi à la vie, et en même temps, on a les êtres humains, nous les hommes, mais les femmes, ou les non-binaires, et autres, en fait, on peut changer ça. Toutes ces semblants de gravité, en fait, on peut les dépasser. On peut arrêter ces guerres, tout ça peut prendre fin, mais tout ça ne prend pas fin parce que quelque part, on est aussi responsable. Donc, quelque part, est-ce qu'il faut à chaque fois se laisser emporter par cette fausse gravité, ou parfois on peut juste en rire? C'est-à-dire rire aussi de toute cette bêtise ambiante humaine, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, moi, je ris parfois de la justice parce qu'elle se dit juste ce qui est faux. Je ris des gens qui
qui croient en la justice, parce que continuer à croire en quelque chose qui n'existe pas, en fait, ça n'a pas de sens. Ou des gens qui se battent pour quelque chose qui ne les concerne pas, parfois, et ça n'a pas de sens non plus. Faire des guerres pour des territoires, ça n'a pas de sens non plus, en fait. Donc, quelque part, Maître Kouchaka, c'est aussi de dire à un moment donné, parler crûment, en fait, des fois. Des fois, quand j'ai commencé, par exemple, à faire des vidéos, en mangeant du popcorn, en regardant la guerre, en regardant les gens se faire tuer, que ce soit tout, en fait. Et quand même, dans mon pays d'origine, en fait, les gens qui se battent, qui recherchent la liberté. En fait, la liberté n'est pas un objet, donc tu ne veux pas la rechercher. C'est absurde. Se battre pour une terre en parlant de valeurs, c'est aussi absurde. Donc en fait, le côté sarcastique, il vient de là. Et tout ça, c'est absurde. Cette vie n'a aucun sens. Toute cette gravité n'a aucun sens. Donc, la question c'est, quelle réponse, du coup, le fait d'en rire, c'est déjà une manière de s'émanciper, je pense, de cette fausse gravité et de sortir la tête un peu de ça. Mais pour aller dans quelle direction, je pense que, je sais pas, on va le découvrir après, mais chaque chose en son temps. Ouais. Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est de garder cette neutralité par rapport au fait de l'actualité, c'est-à-dire de pouvoir aussi pas forcément croire tout ce qu'on peut nous dire et de pouvoir aussi comprendre les tenants, les aboutissants, et ça, je trouve que c'est important, quoi. Dire de pas gober systématiquement, voilà, toute l'information de manière un peu comme si on nous gavait comme des oies pour avoir le foie gras, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. un peu là-dedans. C'est de garder un peu son esprit critique et et ça, je trouve que c'est important, quoi. C'est important, quoi. Parce qu'autrement, si tu regardes l'actualité, concrètement, il y a des guerres de partout, il y a des morts, il y a des désastres de partout. Et au final, si tu regardes, c'est waouh, l'actualité, elle est palpitante, hein. Je veux dire, on va jamais te montrer des choses positives qui vont te mettre en joie, qui auront pas un facteur anxiogène et qui vont pas te dire, tu vois, je veux dire, c'est ce qui est dommage parce que je pense que oui, il y a des guerres, oui, il y a plein de choses dramatiques en tout cas dans le monde qui se passent. Malheureusement, on est, comment dire, on peut les déplorer, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, êtres humains? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, à part aller manifester? Mais bon, est-ce que ça a vraiment une incidence? Donc, on peut manifester le soutien. Mais est-ce que ça change véritablement les choses, en fait, au final? Je sais pas. J'ai envie de te dire, j'espère que oui, mais quand on voit, voilà, tout ce qui se passe un peu dans le monde, tu peux te poser des questions, quoi. Tu peux te poser pas mal de questions. Oui, effectivement, est-ce que finalement, moi je pense que chaque acte qu'on fait, ça a quand même des conséquences. De là, effectivement, être une manifestation va changer le monde, ça, j'en suis pas sûr. Je pense que le problème n'est pas dans manifester contre quelque chose, etc. Je pense que le problème, il est en chaque être humain. Il est que nous pensons mal. Donc, ou alors, soit on pense mal, soit on nous fait penser mal. Oui, les deux. Les deux, c'est-à-dire on nous fait penser mal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu verras jamais dans le monde un dictateur ou le pire être humain ou etc. qui fera quelque chose juste pour le mal. Tout le monde fait quelque chose au nom du bien. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est on fait tous quelque chose pour le bien. Mais on n'atteint jamais ce bien. Ça, c'est comme tout à l'heure, je disais que il y a des gens qui recherchent la liberté parce qu'ils sont opprimés. Et rechercher la liberté, c'est déjà un non-sens. Et rechercher la liberté, il reviendrait à dire, il est à moi, il a un objet que je dois avoir. Mais en fait, c'est du matérialisme, en fait. La liberté ne se recherche pas. Soit tu es libre, soit tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, la question c'est qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'empêche en fait de l'être. Et
principalement ça, quoi. Mais il y a une espèce de... L'humanité court après une folie, je sais pas pourquoi, enfin, il y a des causes quand même. Il y a plein de causes. C'est le conditionnement, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on nous redonne comme information, ce qu'on nous pousse à croire. Il y a tellement de paramètres que, en fait, c'est vrai que parfois je me dis par où commencer. Mais je pense qu'on peut juste commencer par, je sais pas, tout le temps. Ouais, et puis, du coup, on peut commencer le portrait chinois aussi. Avec le drapeau derrière. C'est ça. C'est ça. On peut commencer par déjà manger du popcorn, jouer un culte Xi Jinping et au Parti communiste chinois. Et puis en fait, moi je pense le rire. Voilà. On peut commencer par un rire. L'humour, c'est important, de toute façon. Ouais. L'humour, c'est important. Allez, on commence ton portrait chinois, tiens. On y va. Alors, Le portrait chinois. Maître Chacal, si tu étais une couleur, tu serais quelle couleur et pourquoi? Alors, j'aime 3 couleurs. Je pense que tu vas les voir. Le blanc, le bleu, le noir. Alors, le noir, parce que c'est la couleur qui absorbe tout, pour moi. C'est la capacité à... En fait, c'est comme un arbre. Les arbres qui pleuvent, qui neigent, ils restent stoïques. Ils ne bougent pas. Enfin, des fois, ils peuvent... Mais ils ont des racines solides. Et pour moi, c'est cette capacité, en fait, à être stoïque. J'aime cette couleur, parce qu'elle est neutre, et en même temps, elle bouge pas, quoi. Il y a le blanc. Je ne vais pas te dire pourquoi précisément le blanc, mais le blanc, c'est une couleur que j'aime comme ça, parce qu'elle est... Franchement, il n'y a rien qui me vend. C'est juste que j'aime bien le blanc comme ça. Et le bleu, je trouve que c'est une couleur qui n'est pas trop en avant, qui reste assez discret, comme une espèce de noblesse, en fait. Ne pas trop se mettre en avant. Des fois, tu sais, c'est un peu comme le couleur de... Tu sais, par exemple, le mot le leader. Souvent, on a l'image des leaders, celui qui met, qui est en avant, qui avance, qui fait avancer les autres, etc. Pour moi, c'est pas ça un leader. Le leader, c'est celui qui est justement derrière et qui fait avancer les autres. Et parce qu'il arrive à faire avancer les autres, c'est qu'il est un leader. Non pas parce qu'il est devant, mais parce que les autres avancent. Mais le bleu, pour moi, c'est ça, c'est que c'est une couleur discrète. J'aime bien la discrétion. C'est quand même paradoxal, hein, parce que je m'expose partout sur Internet, mais j'aime la discrétion. Peut-être c'est lié à quelque chose. C'est lié à pour moi, comment on appelle ça, notre intimité. Tu sais, on pense souvent, en tout cas, on dit, ou factuellement, ça l'est aussi. Notre intimité, souvent, c'est notre corps, quand on est nu, généralement. C'est notre espace, quelque chose qu'on ne dévoile pas facilement aux autres. Pour moi, l'intimité, elle est pas là, en fait. L'intimité, elle est plus dans nos sentiments, dans nos émotions, dans tout ce qu'on peut voir de l'existant, et en fait, qu'on ne peut pas partager avec des mots. Ce sont des choses qui nous touchent, sont des vagues dans le corps, dans l'esprit, et que finalement, ça ne sera jamais poussé par les autres, quoi. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui est nous-mêmes et qui sera à tout jamais protégé. Donc l'intimité, pour moi, c'est ça, et ça me fait penser un peu au bleu, côté blanc. Ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est quelque part, c'est quelque chose qu'on ressent qui est impalpable par les autres. Juste nous pouvons ressentir, en fait, au final. Les autres peuvent avoir les autres peuvent avoir de l'empathie, mais par contre, ils pourront jamais ressentir ce que nous, au fond de nous, on a vraiment ressenti, quoi. Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. L'intimité, pour moi, elle se situe là, et non le corps. On est né tout nu, on mourra tout nu. Tout nu, bouffé par les vers. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est croustillant, hein. C'est...
Ok. Ouais, là, Alors, le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? au moment de la journée, le soir. Le soir, quand tu crées? Oui, parce qu'en fait, j'aime bien le jour, mais la nuit, je me sens en harmonie avec l'existence, parce que tout le monde est silencieux. Ouais, je comprends, ouais. Je trouve que les gens sont trop bruyants. Pourtant, c'est quand même vachement bruyant dans mes vidéos. Paradoxe des Gémeaux. Mais non, il y a une espèce de côté où on peut réfléchir, se me poser, c'est calme, on n'est pas sollicité. Il n'y a pas le travail qui t'appelle. Oui, alors, monsieur Magnin. Et c'est toi. Et tu peux échanger avec quelqu'un, parler des choses sincères, sans qu'il y ait le temps qui vienne parasiter en te disant oh, tu n'as pas fait ça. Oh, mais t'as oublié de faire ça. Oh, mais il faut faire ça absolument. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de. Le temps n'affecte plus l'espace. Hum. Et la nuit, pour moi, c'est ça. C'est là où je me sens exister. Ah ouais, y a pas de contrainte et comme tu dis, il y a pas de bruit. Donc ça laisse la place aussi au calme intérieur, peut-être aussi. C'est ça, c'est ça. Hum. Exactement. Si tu Et devais, ouais, si tu devais me donner une citation qui t'inspire, ça serait laquelle? Maître Chacal. une citation. Alors, c'est marrant parce que j'ai un ami qui à chaque fois prend dans mes vidéos, ce que j'ai dans les vidéos, ou ce que j'écris dans les commentaires, il me dit, j'ai trouvé, t'as dit un truc super intéressant, du coup, il exprime, et après, il crée un dossier dans son téléphone, il les met, et moi, je ne sais jamais ce que je dis. Et il y a une citation qui m'a marqué dans mon existence, je sais plus qui l'a dit, mais la personne que tu aimes, c'est la personne dont tu n'as pas besoin. Et ça m'a marqué. J'étais, je crois que en terminale, philo, et j'ai entendu cette phrase de la prof. Elle m'a dit, la personne que tu aimes, c'est la personne que tu n'as pas besoin. Alors, et, ça a fait un espèce de gros boom avec mon conditionnement, qui est des parents haïtiens qui t'apprennent toute ta vie que ta vie doit être comme ci, ta vie doit être comme ça, tu dois avoir des femmes, te marier, tu dois compter pour ci, ça. En fait, voilà, la vie traditionnelle, quoi. Et en fait, cette phrase ne collait pas ça n'allait pas dans ce que je voulais entendre ou de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Elle t'a fait bugger. Elle t'a fait bugger. J'ai bugué quand mais c'est pas logique, en fait, votre truc. Parce que quand t'aimes quelqu'un, tu veux la protéger, tu veux qu'elle soit avec toi. C'est normal, c'est comme ça que la vie, c'est ça l'amour. Et en fait, elle avait donné une explication, elle avait justifié cette citation-là. Oui, mais oui, elle prenait les animaux. Elle disait, pour un canard ou n'importe quel animal, le but c'est de protéger l'enfant, de lui donner ce qu'il a besoin pour grandir, et ensuite de l'abandonner de manière assez cruelle. Et en fait, le but pour elle, parce qu'elle l'aime, elle l'abandonne. Elle l'abandonne parce que il doit vivre sa vie. Il doit pas avoir d'attache. Il doit être lui totalement. Et ça, c'est l'amour total. Et j'ai vraiment un bug pendant des années, et jusqu'à ce encore. Bon, après, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Et finalement, ça a fait un bug parce qu'au fond de moi, je savais que c'était vrai. Parce que ce qu'on m'avait répété toute mon enfance, je savais que c'était faux et que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait aimé parce qu'on m'avait dit la vérité. Et ça m'avait touché au final. Ah ouais, je comprends. Voilà, c'était pour moi ça. On fait de la philo ce soir, en fait, hein. On philosophe sur, c'est podcast philo, excellent, excellent. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Et ça m'avait beaucoup marqué, ouais. Ok. Voilà. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Une qualité. Est-ce que cynique, c'est une qualité? Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Non, pas cynique, c'était une qualité. Alors, peut-être que je dois avoir des qualités. Sûrement, je vais en avoir quelques-unes.
Mais je pense qu'il est essentiel pour moi, c'est de pas trop se prendre au sérieux. Sérieux quand même, mais c'est de ne pas non plus être bouffé par le sérieux. Et de ne pas oublier que la vie, elle est aussi légère. Et que de temps en temps, prendre un peu de popcorn. Ok pour le popcorn. Mais oui, t'as raison Voilà. sur le fait comment dire, de mettre un peu de légèreté dans notre existence pour prendre plaisir à la vivre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai compris les choses, en tout cas. C'est quoi ton principal trait de caractère? Tu veux me sortir le cynisme? Non, mais je rigole souvent, mais parce que je suis un bon vivant, mais je suis quand même quelqu'un souvent aussi très très lourd parce que en fait c'est très chiant aussi. C'est très chiant parce que pour qu'il puisse y avoir de la légèreté, pour que je puisse par exemple être fini, comme manger une popcorn, en fait j'ai besoin euh, d'être grave, d'être chiant. Donc donc la qualité, pas la qualité, mais comment tu as dit ça déjà, c'est Ton trait de personnalité? ton Ton trait de trait de caractère? personnalité, c'est Ouais, très bien. Ton trait de caractère. je dirais que c'est j'aime pas me définir, j'arrive même pas à me définir. C'est ce côté où, alors je prends l'exemple de ma sœur. Ma sœur, quand elle parle avec gravité d'une chose qui s'est passée dans la famille ou d'autres qu'elle a vécu, etc. Et je lui dis, elle me raconte une histoire et du coup, je la regarde, elle me regarde et je lui fais mon regard, euh, genre, est-ce que tu peux penser un petit peu plus cynique, genre plus, plus cruel, quoi, plus histoire de dire en gros, c'est bon, c'est pas la fin du monde, prends un peu de popcorn et puis ça, comment, c'est une manière de, comment je peux dire ça, renvoyer l'autre à la réalité, mais tout en riant de cette réalité. Pas comment je peux dire ça. Ouais, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Bah, comme tu l'as dit, c'est très bien. Voilà, C'est, c'est ce côté en fait, tu vois, par exemple, dans le mot qualité, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus ou quelque chose qui est bien. Je veux dire, j'ai pas tout ça, en fait. D'ailleurs, je suis très mal à l'aise avec ça, en fait. Le côté, tu sais, qualité, j'ai l'impression que quelque chose qui fasse bouger, quelque chose de positif, en fait. Toutes les choses positives m'étouffent. Parce que le positif, pour moi, il doit pas être positif. Le positif est un trouble, dans le sens où le positif doit être la compréhension du réel et d'être en capacité de rire du réel. Et non quelque chose qui est plus que tu donnes. Qui nous arrive, c'est cette relation, en fait. Cette relation d'arriver à voir ensemble une réalité et d'arriver malgré tout à en rire. Et du coup, si nous rions, non seulement nous avons compris, nous avons partagé quelque chose, mais en plus de ça, et ben du coup, on l'a dépassé ensemble. Et ça, c'est croustillant. ok. Ok, ok. Alors, est-ce que tu écoutes des podcasts? Ça t'arrive ou pas? Oui, oui et non. J'écoute très peu. Non, du coup. Parce que j'ai écouté un truc qui s'appelle Cosmos. Cosmos. Je sais pas si. Cosmos, ouais. Et sur YouTube, récemment, pourquoi j'ai dit ça, c'est hier que je l'ai écouté. Cosmos. Et j'aime bien les. Peut-être, je dois être tu sais, un mec. J'aime les raisonnements. Et donc, la philosophie, pour moi, c'est comme une espèce de raisonnement. Euh, et ce prof de philo, Cosmos, qui a sa chaîne qui s'appelle Cosmos, quand il parle, en fait, je prends son raisonnement et je me dis, voilà ce que lui, il a traduit d'une œuvre, etc. Et de ce qu'il comprend d'un auteur, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse tout juste, c'est d'entendre comment les gens raisonnent. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'aime entendre des gens et quand ils parlent, ce qui m'intéresse, c'est quel raisonnement ils tiennent, comment ils valident telle ou telle chose. Donc c'est comme une espèce
lignes de code. Et en fait, voir la ligne des codes me permet de voir ce qui se passe dans la tête de la personne. Et donc, j'aime bien écouter ce genre de podcast. En tout cas, quand j'en écoute. Ok. Si tu devais choisir un philosophe, quel philosophe choisirais-tu et pourquoi? Nietzsche. Les abonnés, ils vont pas m'aimer. Alors, c'est quoi ton philosophe préféré? Nietzsche. Oui, Ok, c'est pourquoi? insolent. Parce qu'il est insolent, parce qu'il est doué, il le sait qu'il est doué, et en fait, et parce qu'il voulait être aimé aussi. Et parce que ça me fait rire. Parce il en voulait aux femmes. Il en voulait aux femmes, non pas que moi j'en veuille aux femmes, mais parce qu'en fait, il s'est mangé des. En fait, il a une manière de parler. En fait, c'est l'intello qui fait du basket. Comment on appelle ça là, un sniper. Ça, c'est ça. C'est l'intello sniper et qui te parle avec une sensibilité très forte. Et en même temps, il aime les femmes, il adore les femmes, mais son amour pour les femmes, c'est mal. Désolé. Son amour pour les femmes l'a pas bien aidé. Et du coup, j'aime bien ce qu'il a, ce qu'il a fait comme œuvre. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Mais lui, on va retenir Nietzsche. Ok. Ouais. Si tu devais choisir un réseau social que tu préfères, ça serait lequel? TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok. Parce qu'en fait, je parle beaucoup. Je pense que les abonnés, je parle beaucoup. J'ai plein de mimiques quand je parle. Et en fait, quand j'écris, c'est trop intellectuel et j'arrive pas. En fait, c'est plus moi, c'est trop. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu m'as demandé de me présenter. En fait, j'ai l'impression que ça me braque, en fait, tout de suite. Et j'ai l'impression que je dois être dans un côté très procédurier. Ouais. Et en fait, j'aime bien quand les choses, on arrive à capter tous mes défauts. J'ai plein de défauts. Je parle trop, je ris trop. C'est un peu et je préfère les gens me voient comme je suis et de manière complètement zinzin. Et voilà. Et TikTok, je trouve que ça arrive à retranscrire toute ma folie. Okay. Et ça, j'ai envie de dire, tu es authentique, tu es fidèle à ce que tu as envie d'être, c'est ça qui est important, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais c'est pas un peu quand même. Ouais, non, c'est sûr. Allez, si tu devais choisir un pays autre que la France où tu aimerais éventuellement vivre, ça serait lequel? Me dis pas la Chine, hein. Pas le pays de Xi Jinping. Ah, zut. Dans ce cas-là, étrangement, il y en a deux. Il y a l'Allemagne, Berlin. Je suis allé une fois et je sais pas pourquoi. C'est comme si c'était ma place. Je dois avoir un ancêtre, un ancien colon qui dans mes veines. Ou sinon l'Espagne. Je sais pas pourquoi l'Espagne. J'ai l'impression de penser à mon pays d'origine, Haïti. Ok. Après c'est quand même deux pays complètement différents, mais. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, je vais toujours là où on m'attend pas, ou là où je me sens en sécurité. Parce que la vie est inconfortable. Et j'ai envie d'explorer toute cette inconfortabilité. Ok. Allez, une petite dernière et après on va parler de ton mental. Alors là, ça va croustiller après. Alors, si tu devais... C'est sûr que tu vas vouloir savoir ça. Ouais. Si tu devais incarner une personnalité au cinéma, tu incarnerais qui? Nicky Larson. Ah oui, Nicky Larson. C'est toute mon enfance, ça, Nicky Larson. Ah là, mais c'est mon héros. Avec la meuf qui lui met un coup de massue sur la tête à chaque fois qu'il regarde les autres. Mais oui, c'est ça, c'est croustillant, j'adore. Nicky Larson, ouais. Ah, génial, génial. Nicky Larson. Incroyable. Bah oui, il est coton un peu. Ah ouais, il est
Lui aussi, il a dû lire un peu trop. Il a dû lire un peu trop niche, lui aussi, Nicky Larson. Ouais, ça doit être ça. T'imagines? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Allez, on revient un petit peu sur. On va parler un peu de ton parcours. Donc, du coup, tu nous as dit bon voilà que tu avais fait de la philo en terminale, etc. Mais du coup, c'est quoi un petit peu ton parcours, ton parcours. Alors, mon parcours, il est très intéressant parce il est vraiment croustillant du fait que tout ce que j'ai entrepris, je l'ai pas terminé. C'est-à-dire que j'ai commencé des études littéraires, j'ai pas terminé. Je voulais faire une école de jeux vidéo, j'ai pas terminé. Je voulais faire du web, j'ai pas terminé. En fait, à chaque fois que je commençais quelque chose, il y avait une espèce de comme un appel de dire n'y va pas. Et après j'ai compris pourquoi. N'y va pas. Et en fait, donc j'ai commencé parce qu'en fait il y avait bon, c'est compliqué, mais disons juste que je voulais me prouver, ou pas vraiment à moi-même, mais plutôt prouver aux autres, tu vois, au regard des autres. Je voulais prouver aux autres, que ce soit mes parents, principalement ma mère, que je valais quelque chose, et à mes amis, ou même à mon entourage, ou même à moi-même, en fait, que je valais quelque chose, et que cette, euh, cette valeur devait se concrétiser par quelque chose qui était reconnu par la société. Et pour moi, c'était le chemin de la légitimité, le chemin de la responsabilité, le chemin du succès, quoi. Et du coup, à chaque fois que je commence, j'adore, je découvre des choses, et en fait, une fois que je vois le raisonnement, ça m'intéresse. Et du coup, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais bah non, mon coco, il va falloir que tu saches, le chemin, tu as testé plusieurs chemins, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que toi tu veux. Et j'ai mis des années à découvrir, à chercher, en fait. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ce que je, ce que je veux faire, c'est que je suis au fond, mais qui ne veut tout simplement pas. Et parce que j'essayais de mettre dans une case, en fait. Et ça marchait pas. Donc, j'avais commencé une seconde littéraire à plastique. Ensuite, après, je suis allé en marketing, en terminal marketing. Après, j'ai fait une prépa multimédia. Ensuite, j'ai fait une année de graphisme, une année de webmaster. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais c'est pas moi. Et je me vois pas, en fait, dans ces métiers-là. Mon parcours, c'est tout ça, en fait. C'est un parcours scolaire qui est un échec total. Et ça a été, au départ, quelque chose euh, de douloureux, parce que je voyais les autres avancer, je voyais les autres grandir, en tout cas, épanouis, avec entre guillemets. Et justement, il s'est développé encore ce sentiment d'être, comment dire, d'être pas à la hauteur ou pas en accord avec ce que moi j'aimerais être, mais ce que j'aimerais être, la question c'était quoi? Donc le parcours scolaire comme ça, est-ce que c'était juste le parcours scolaire que tu voulais ou de manière... Ouais, c'est ça. Et oui, et puis après, du coup, donc du coup, t'as testé plein de choses qui correspondaient pas forcément, mais je pense que t'as appris certainement des choses aussi en étant dans ces cursus-là, donc que aujourd'hui tu réinvestis dans des choses que t'aimes finalement. Oui, ce qui était bien, c'est que moi, malgré tout, j'apprenais plein de choses et peut-être j'apprends assez vite aussi. Et, et du coup, tout ça, à chaque fois, c'était super enrichissant pour la suite, en fait. Je passais à chaque fois dans tout un autre, et ça complétait quelque chose dans la construction de quelque chose que je voulais faire, quoi. Et, euh, je pense que ce qui m'a beaucoup passionné aussi, c'était de savoir, euh, savoir des choses qui n'avaient pas forcément un intérêt à avoir une certaine forme de légitimité, mais c'était plus apprendre. Je voulais tout apprendre. Que ce soit de la philosophie, que ce soit des livres, des grands livres français ou étrangers ou des choses comme ça. Je voulais apprendre. Et je voulais aussi comprendre
comprendre le réel. Enfin, pas juste le réel qui s'arrête à une nation, mais se comprendre de manière générale les grandes questions que l'on se pose. Hein. Qui sommes-nous? Des questions philosophiques qu'on se pose. Enfin, des questions dites, philosophiques, mais qui, au fond, sont des questions qui sont liées à l'existence, notre existence et l'existence de manière générale. Donc, du coup, ça m'a beaucoup... j'ai surfé, beaucoup observé, écouté les gens. Non, c'est moi qui m'écoute. Bah oui, j'écoute. Ça renverse un peu les choses. Et ouais, donc toute cette connaissance apprise de manière autodidacte, en fait, et de manière aussi de ce que j'ai appris de ces multiples tentatives. Moi, j'appelle ça des tentatives de prouver à moi-même que j'existe par le biais d'une validation de l'extérieur. Mais qui ont finalement à chaque fois été mises en échec à cause d'une volonté de ne jamais se soumettre. C'est paradoxal. C'est que je voulais finalement me soumettre à l'idée de ce que les autres voudraient que je sois et que mes parents voulaient que je sois. J'étais à chaque fois en quête, donc le départ, et puis à chaque fois une volonté de toujours rester libre, de ne jamais me soumettre. Donc, du coup, c'est ce qui faisait à chaque fois la tentative ratée. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Ouais, mais je comprends un petit peu où tu veux aller. En fait, l'idée, c'est que tu n'as pas envie qu'on t'impose ton chemin et tu as envie de le trouver tout seul. Et de le trouver sans forcément qu'il y ait une autorité qui t'amène sur ce chemin, quoi. Que ce soit ton chemin. Oui, et qui me valide. Ouais. Qui me valide. Surtout. Ouais. Mais je ne le comprenais pas, pour être honnête. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas que tout ça, c'était à la fois un déséquilibre psychique, dans le sens où rechercher une validation, mais à la fois, c'est aussi, dans une société rationnelle, c'est nécessaire. Il fallait trouver toutes ces choses, mais qui n'ont pas empêché, paradoxalement, de travailler dans des agences de communication, dans des journaux, et qu'à chaque fois, même dans la justice, c'est paradoxal en fait. C'est peut-être que j'ai un ego peut-être aussi. C'est quelqu'un de casse-couille et aussi pas un ego. Je dirais pas que c'est un ego. Je dirais juste que c'est une volonté inébranlable de pas se faire dominer, mais de savoir dire non. Voilà. Ok. Tu sais ce que tu veux, quoi. Puis voilà, t'as ton cadre, quoi. Ouais, c'est casse-couille, quoi. Non, c'est pas être casse-noisette, c'est être, savoir où tu veux aller, savoir ce que tu fais. Oui, mais c'était paradoxal, du coup, pour le coup. C'était paradoxal, pour le coup. Je savais précis et en même temps, pas ça. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours ou pas du tout? Rendre possible, attends. Rendre possible l'impossible. Ben, je crois que je suis la résultante. La résultante. Ok. Rendre possible ce qui est possible. Rendre impossible ce qui est possible ou rendre possible ce qui est impossible. C'était ça. Non, c'est rendre possible l'impossible. Rendre possible l'impossible. Oui, c'était ça. Ok, oui. Ben, c'est ça. C'est rendre possible, c'est-à-dire le fait de savoir qui je suis, alors que ça me semblait complètement impossible. Et d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de ce que je suis, de ce que le monde aussi est, mais toujours en apprenant, sans dire le réel c'est ça, toi c'est ça, mais c'est-à-dire avoir la vision claire, ou en tout cas, ou même qu'on appelle ça, pas la méthode, pour apprendre à se voir tel que l'on est. Et sans se rabaisser, sans se juger, juste, on voit et on apprend. L'apprentissage, c'est ce que je voulais à la base. Je vais m'apprendre, donc continue. Ok. Allez, on va parler de ton mental. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mon mental. Bah oui.
Si tu devais le définir, si tu devais définir ce mot, le mental, tu le définirais comment? Insolent. Insolent. Oui, c'est un mental insolent. Parce que j'aime bien l'idée que l'homme cherchait la vérité partout sur cette planète. Et puis, il l'a trouvée. Il l'a organisée. Église, religion, État, toutes ces choses, il les a cristallisées. Et moi, j'arrive avec mes popcorns et je dis, eh ben non, c'est pas ça. Ça me fait un peu ça. C'est-à-dire que l'insolence sur ce qui est présupposé vrai, présupposé vérité absolue, et en fait, je me marre. Mon mental, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est sacré, ce n'est pas ce que les hommes décident de ce qui est sacré. Ce qui est sacré, au fond, c'est la liberté. Et toutes les actions notre intelligence, notre compassion pour les autres, et c'est pas des lieux de culte ou des mots qu'il faut pas dire. En fait, c'est comment on appelle ça là, on pourrait appeler Nietzsche, la volonté. C'est la vie en mouvement. En fait. Donc, je pose mon regard, mon mental, il est de poser sur le réel, sur ce réel cristallisé, mon regard dynamique, vivant, et de danser aussi. Ok. Moi, je dis souvent, je danse sur le chaos. Non pas pour me moquer, mais enfin, un petit peu. Mais, non pas pour humilier, parce que l'humiliation, c'est pas, il y a la limite, ça j'espère que j'arrive à la respecter. Mais tant qu'il y a de la vie, il doit y avoir une danse. Un homme doit savoir danser. Ok. Et si tu devais décrire quelqu'un qui a un bon mental, tu le décrirais comment? C'est quelqu'un qui sait danser, déjà, et qui a de l'humour? C'est ça. Oui, il faut savoir danser et qui sait être sérieux. Parce que pour savoir danser, tout ça pour moi se découle d'un esprit déjà qui doit être grave. Et parce qu'il est grave, qu'il sait à quel point c'est important de danser. Donc, avoir une gravité d'esprit, mais de ne surtout pas oublier que c'est la danse qui mène la vie. Ok, c'est joli comme expression. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. S'il était là, mon pote, je lui dis, je l'aurais enregistré, celle-ci. Ah bah oui, il y a des chances, hein. Il y a des chances. Alors du coup, toi, est-ce que ça t'arrive d'utiliser des méthodes pour te préparer mentalement? Je sais pas, dans ta vie perso, j'en sais rien, j'ai vu que tu faisais pas mal de sport, ou je sais pas, bon, quand t'as des rendez-vous, ou ou avant, je sais pas, avant de faire tes vidéos TikTok, est-ce que t'as des rituels, est-ce que t'as des trucs que tu fais pour te préparer, quoi? Ben, alors, j'ai pas vraiment ce qui est paradoxal dans mes vidéos, c'est quand je prends la caméra, il n'y a aucune note. Je fais tout à improviser. Mais par contre, avant, c'est que j'ai besoin quand je regarde par exemple une actualité, j'ai besoin pour comprendre le sujet, j'ai besoin de voir comment le sujet, comment a des relations avec des. Il y a un truc que je fais, c'est du mind mapping. Mm-hmm. Comme ça me permet de voir, en fait, toutes les relations. Et une fois que je vois les relations, donc du coup, je vois où est-ce que ça peut avoir un conflit. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de parler des choses. Mais une fois que par exemple, j'ai noté ça, je vois la structure. Une fois que la structure est faite, ou en tout cas, je la visionne. Et après, c'est tout. Je vais me laver, et après, je prends mes popcorn, je dis, c'est croustillant, et après, je fais une vidéo. Okay. Ouais, tu fais en fait, tu fais de la visualisation mentale par rapport à la thématique, et du coup, tu as une arborescence d'idées autour, de compréhension et voilà. Tout. Ok. C'est tout. Et tu utilises d'autres choses ou pas du tout? Tu veux dire un logiciel, par exemple? Non, en termes de, d'autres outils pour te préparer mentalement ou... Ah, si, je discute avec les gens. Bah ouais. Je discute avec les gens pour voir, en fait, quel raisonnement ils tiennent et pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent et comment ils pensent les choses et être sensible à écouter les gens. Je pense que écouter les gens, c'est important. Ça permet de comprendre, ça permet d'entendre autre chose que ça pensait qui finalement. Ah ouais. Bah, tu sais, c'est un outil, hein, ça s'appelle l'écoute active.
Ah, bah d'accord. Bah, écoute active. Bah oui, c'est-à-dire ça va mettre en capacité comment dire, de se taire déjà et de Ouais, simplement j'aime bien. d'être juste à l'écoute des gens et pour savoir ce qu'ils ont à raconter, quoi. Ouais. Bah, du coup, moi, j'aime bien fermer ma bouche et écouter les gens de temps en temps. Mais j'aime aussi beaucoup parler, du coup. Bah Parce oui, que bah je le ouais. fais beaucoup. Donc, Ok. Allez, on va aborder un autre thème. On va aborder le thème ouais. de la confiance en soi et du droit à l'erreur. Comment tu te positionnes sur le droit à l'erreur dans un premier temps? Et après, si tu peux nous dire un petit peu, est-ce que ta confiance, elle s'est construite avec le temps, les expériences, ou dès le départ, t'avais déjà quand même confiance dans ce que tu entreprenais? Alors, il y a, il y a deux choses. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a le fait que je m'as posé la question tout à l'heure, où ça m'a un peu déstabilisé. Moi, je considère il y a aussi, déjà ça, il y a aussi le fait que mon parcours est aussi fait de beaucoup d'erreurs. Mais pour moi, c'est même plus des erreurs, ce sont des choses qui sont nécessaires parce que non, ça finit par créer un ensemble qui est pour moi tout à fait cohérent. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Et je dirais pas qu'il n'y a pas d'erreur, mais c'est comme ça que j'apprends. Hum, j'apprends à voir ma timidité et j'essaye pas tout de suite de me dire, oh, je suis timide, c'est terrible, machin. Oui, je le vois sur l'instant T, je suis timide. Il y a une certaine forme, je dirais pas je suis timide. Il y a une timidité en moi qui est malgré tout présent. Je pense qu'il est aussi lié à mon histoire personnelle, sûrement, et familiale. Et malgré ça, tout de même, il y a une certaine forme d'assurance naturelle à vouloir malgré tout être timide, ben, aller quand même. Tu vois, c'est comme l'exemple que je te prenais tout à l'heure. Je voulais la validation des autres et donc j'allais en direction pour me conformer. Mais à chaque fois que j'arrivais, je disais non. Il y a l'assurance à chaque fois de dire non. Et ben en fait, pour moi, il y a ça. C'est-à-dire que pour répondre à la question de manière beaucoup plus directe, euh, hum, comment tu avais posé la question précisément pour que je puisse comment tu avais posé la question, c'était Ah, pas comment j'ai posé la question, oui. C'est en fait l'idée c'était de d'avoir ton positionnement par rapport au droit à l'erreur. Voilà. oui, ça, pour l'erreur. Est-ce que tu te donnes le droit à l'erreur ou est-ce que tu donnes pas le droit à l'erreur? En tout cas, comment tu gères ça? Comment tu vois ça? Ben, Quelle est ta philosophie par rapport à ce qu'on peut appeler souvent dans la société l'échec et, à et, l'échec, je suis la résultante euh, de l'échec de ce qu'il y a de plus pur à tous les pas échec de la société, mais à tous les strates de la société, c'est-à-dire euh, d'un point de vue social, je suis célibataire, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire et je vis seul, quoi, etc. C'est un échec pour, par exemple, quand je prends ma famille de manière générale ou d'autres, etc. Pour eux, c'est un échec. D'un point de vue, je disais que je suis un échec de ce côté-là. Pour la société, ben, en fait, j'ai pas suivi un parcours naturel, on va dire. ouais, le parcours classique on appelle. Voilà, c'est ça. Et en fait, je suis un échec. Un échec pour toute cette programmation, pour toute la programmation de manière générale, de ce qu'on aurait voulu que je sois, de ce que moi j'aurais voulu être en fonction du regard qu'on a posé sur moi. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que cet échec, elle est plaisante. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un échec, mais je sais que pour eux, c'est un échec. Et je vis plutôt bien, quoi, en fait. J'ai un travail, je suis indépendant, je suis webmaster. Malgré tout, je l'ai pas fait, mais je suis webmaster. Je fais du graphisme aussi. Je fais des TikTok aussi. Et ça me plaît vachement. J'ai plein d'autres projets qui sont en train d'avancer. Et pourtant, je me dis, mais je suis pas nul dans ce que je fais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ce que je voulais faire n'existait pas. Parce qu'en fait, ce que je suis, c'est que je ne veux pas être dans une case. Peut-être que c'est non-binaire. Mais t'as compris, tu vois,
Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que la plupart des gens, quand tu discutes avec eux, souvent ils se définissent par leur métier en fait. Ils se définissent pas par la Ouais. personne qu'ils sont. Souvent ils disent moi je fais telle profession, moi je fais ci ou moi je fais là. Et d'ailleurs tu le vois très très bien sur des réseaux comme LinkedIn où les gens il y a leur nom et puis après il y a leur profession. Ouais, c'est ça. Tu vois moi techniquement sur LinkedIn je suis couteau suisse quoi. Je suis pas une profession parce que j'arrive pas à me catégoriser j'arrive pas à me placer dans une case parce que il y a plein de domaines de compétences qui me passionnent et pour autant, Ouais. ça reste juste des passions, des choses que je développe avec le temps. Alors, il y a des choses où j'insiste, des choses où, il y a plein de choses qui m'animent. Du coup, je peux pas, tu vois, être juste un métier parce que c'est ça qu'il faut pour rentrer dans la case et ça, Ouais, et c'est ça. je comprends ce que tu veux dire complètement, en fait. Et avant tout, voilà, je suis moi et puis avec plein de compétences. Puis voilà, c'est tout, quoi. C'est Je veux ça. pas, et je veux surtout pas rentrer dans une case, en fait. Parce que c'est quand tu rentres dans les cases que t'es mort, en fait. Parce que du coup, voilà, quoi. Pour moi, tu vois, quand tu me parles de cases, c'est comme si tu me faisais rentrer dans le truc qui sent le sapin, quoi. C'est la même chose, quoi. Ouais, c'est Tu ça, vois, c'est ça. donc, voilà. Je comprends. Donc, je comprends totalement, en fait. Je pense on peut être aussi multi-passion, multi-fonction, multi-compétences dans plein de domaines parce qu'on est passionné parce que. Et puis des fois, il y a des domaines qui vont s'entrelier et des domaines qui n'auront rien à voir en fait. Et pour autant, on aime ce qu'on fait quoi. Mais il y a peu de gens en fait qui le comprennent parce que les gens ils comprennent jamais. Quand je leur explique ce que je fais, ils comprennent pas parce que je les fais bugger en fait. Mais en fait, ils font Oui. quoi en fait? Oui, parce qu'ils veulent un truc précis pour savoir, alors tu fais ça, donc hop, 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 hop. Et non, c'est c'est pour ça parfois on me dit, mais tu fais quoi? Je dis, ben je suis saccade. Chacun. Ah ouais, mais c'est un saccade. Et ouais, mais du coup, c'est quoi, c'est un saccade? Je vais, tu fais plein de saccaderies, quoi. Parce que tout ça, je le comprends par contre très bien qu'on est dans une société rationnelle, on a besoin de caser les gens, pour s'identifier, pour comprendre, etc. Et la grande question aussi, c'est, mais du coup, tu gagnes combien? Enfin, c'est plutôt ça la question au fond. C'est pas de savoir finalement ce que tu aimes faire, c'est tu gagnes de l'argent, ce que tu vis sous les aides de l'État. En fait, c'est plus ça que les gens veulent savoir. Est-ce que tu as les moyens de t'offrir un restaurant ou des choses comme ça? Et en fait, moi, je leur réponds parfois, non, j'ai demandé, j'ai demandé les RSA. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, c'est pas très intéressant. Je dis, ah, c'est dommage, hein. Je lui ai demandé, mais j'aime mieux quand les gens ils font cette tête. Mais c'est mignon, et c'est ça, je trouve que c'est dommage, en fait, parce que, en fait, t'as un être humain en face de toi, donc, allez, va plus loin. Même si il y a une structure rationnelle qui est là, mais va au-delà. Et le mot n'a pas vraiment d'importance. Ça me fait penser à un truc qui est, peut-être que tu dois connaître, les 4 filles du Docteur Marsh. Ah, exact, ouais. Je m'en souviens, c'est une vieille lecture, ça. Mais je me demande si c'est pas une série ou un film aussi. Oui, oui, c'est ça. C'était un petit dessin animé, c'est aussi d'un livre, etc. Et en fait, tu avais Beth ou Amy, je sais plus, Beth. Elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire, Beth. Mais elle aimait jouer au piano. Et, et en fait, elle trouvait pas. Et en fait, tout ce qu'elle aimait, c'était jouer au piano. Et finalement, son métier, ça a été de donner des petites leçons à des enfants qui voulaient. En fait, la vie, peut-être on peut juste faire quelque chose qu'on aime faire, et puis c'est tout, quoi. Par contre, il faut arriver à en vivre, c'est vrai, c'est important, pour soi, pour sa dignité aussi. Mais ce qui compte, au fond, c'est d'arriver à faire quelque chose que tu aimes, même si ça gagne pas beaucoup, etc. Mais du moment que tu arrives à t'épanouir, tu arrives à avoir une structure, une structure pour t'en sortir, un minimum, ta vie, en fait. Et moi, moi, je suis comme ça. Et des fois, quand on me disait, mais alors, c'est quoi le nom de ton métier? Du coup, j'ai inventé un métier qui s'appelle Philo Streamer. Ok. Philo, pas philo PH, mais philo, parce que j'adore les raisonnements. Et le but, quand je fais des lives, par exemple, avant de faire l'actualité et manger du popcorn, c'était de suivre le raisonnement d'une pensée
on voit où est-ce qu'elle aboutit. Et donc, stylo dans le sens du style, comme le style d'Ariane, streamer, parce que je stream beaucoup, c'est avec mon téléphone. On me dit, ah, mais c'est quoi stylo streamer? Eh ben, oh, je l'ai inventé. Voilà, maintenant tu veux m'appeler stylo streamer. Voilà. Les gens ont besoin d'un mot, donc je leur ai donné un mot, stylo streamer. Ok, on retiendra ça. Philo streamer. Ok. Ou philo diffuseur, quoi. En français, ça fait philo diffuseur. Je reviens sur un élément de la question, c'est comment tu as construit ta confiance? Tu vas trouver la réponse absurde, mais c'est malheureusement ma réponse, ou heureusement, c'est la souffrance. La souffrance est un élément très, très important, je dirais, dans mon phase de développement et de confiance en soi. Parce que la souffrance a décuplé, je dirais, mon empathie. Et la souffrance a décuplé aussi mon envie de faire quelque chose, d'être acteur. Et la souffrance m'invite aussi, tu vois, par exemple, à danser. Ou à être sarcastique. Ou autre chose, en fait. C'est ma confiance en moi vient de la souffrance, de la connaissance même de ce que veut dire souffrir, je dirais. Ouais, donc du coup, c'est l'expérience de la souffrance et dans les expériences qui t'ont amené, qui t'ont construit ta confiance, quoi. L'expérience de la souffrance, la compréhension aussi de la souffrance, la vision aussi de la souffrance aussi des autres. Et oui, déjà ça, je dirais, si dans un premier temps, c'est la souffrance, quoi. L'expérience, la compréhension. La souffrance, et quand tu parles de la souffrance, c'est des difficultés que tu as eu à gérer tout au long de ta vie, quoi, c'est ça? C'est ça que tu appelles souffrance? Ce que j'appelle souffrance, par exemple, c'est des événements clés, peut-être, associés à des visions, des observations au quotidien, en fait. Et à chaque fois, il y a comme un espèce de, comment on peut appeler ça, une espèce d'embrasement, pas d'appel à de vouloir être le héros, puisque je ne suis pas un héros, mais de s'embraser. Si, par exemple, je dois prendre un truc clé, un événement clé, par exemple, d'un élément de souffrance, des éléments de souffrance, ce serait, par exemple, moi, j'ai perdu un frère, par exemple, un peu comme Pierre Palmade. C'est lui qui a été écrasé, par exemple. Et on m'a reproché sa mort parce qu'il était sorti pour moi. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. Et à un moment donné, la fin de cette souffrance, elle a été c'est vrai, hein, elle a été de voir que je ne souffrais non pas pour mon frère, mais je souffrais pour moi. Et ça, c'était assez un autre bug, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, nous, les êtres humains, je pense qu'on a peut-être tous affronté un peu des gens qui nous sont proches, qui sont décédés, tout ça. Et en fait, je m'empêchais de vivre, je m'empêchais de faire certaines choses, et en fait, c'est pourquoi? Est-ce que en fait, tu t'apitoies sous ton sort, en fait, alors que tu aurais pu t'apitoyer juste sur c'est lui qui est mort, c'est pas moi. Bref, en tout cas, il y a ça, cette compréhension de ça, c'est que souffrir sans la comprendre, c'est quelque chose. Mais souffrir en comprenant la souffrance, ben, c'est te permettre de grandir. Et par exemple, ça, c'était un exemple. Et à chaque fois qu'il y a souffrance, en tout cas, à chaque fois qu'il y avait souffrance, il y avait à chaque fois un apprentissage de finalement ce que je nommais souffrance, c'est que ces causes étaient etc. Et à chaque fois un apprentissage. Et donc, la confiance en soi, tu vois, c'est aussi toutes ces erreurs, toutes ces erreurs de compréhension, de manque de connaissance de soi, en fait. Le manque de connaissance de soi se pousse à entrer en souffrance. Mais en faisant cette erreur, du coup, tu apprends
te libérer de la souffrance. Donc du coup, l'erreur est fondamentale. En tout cas pour moi. Je sais pas comment les autres passent par des phrases, mais ouais, la souffrance, moi j'appelle ça un peu un bon vin. C'est un bon vin qui finit par faire travailler en tout cas ouais, comment on appelle ça, ça finit par faire travailler le corps, à le rendre beaucoup plus aiguisé, affiné, sur sa perception, sur son regard, sur ce qu'on est capable d'entendre. C'est-à-dire, quand on nous parle, c'est qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on croit entendre, et est-ce qu'on entend vraiment. Et donc, ouais, c'est la maturité, la souffrance. Ouais, je comprends. Aussi, hein, c'est un peu... Eh ben oui, croustillant, comme tu le dis. Ils vont dire, c'est déprimant ton truc, là. Non, mais c'est intéressant, en fait. Du coup, c'est des expériences difficiles de la vie qui sont des apprentissages pour grandir et mûrir et Faire de moi un chacal. Oui. voilà, c'est ça. Le regard des autres, si je te dis le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas? Tout à l'heure, tu me disais que tu avais parfois des gens qui te suivent sur ta chaîne et qui te font quand même beaucoup de commentaires. Oui. T'es quand même beaucoup suivi, quoi. Je sais pas combien du tout j'ai pas du tout regardé le nombre de personnes qui sont abonnées à ton compte, mais il y en a quand même une sacrée palanquée, j'ai l'impression. Et du coup, très souvent, tu dois avoir certainement des retours par rapport à tes vidéos. Et comment tu gères la modération du coup par rapport à tout ça? Alors, moi, je suis assez stupéfait des commentaires. Mais par contre, des fois, j'ai quelques commentaires qui essaient de... Voilà. Mais ils sont un peu... C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de gérer les commentaires. Dans le sens où les gens soit s'autodisciplinent, on m'attaque très peu, et ouais, on m'attaque très peu en fait sur ma personne. Au début, les gens disent oui, mais tu rigoles, il y a la guerre, c'est terrible. C'était plus un des messages moralisateurs. Et puis ils ont arrêté. Et puis en fait, tout le monde commente, participe sur ce qui se passe dans le monde. Et les messages sont très bienveillants. Pour quelqu'un qui mange du popcorn en regardant le monde s'effondrer, c'est très particulier. Les messages sont plutôt bienveillants, etc. Et comment je gère le regard aussi, c'est que parfois, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont me faire une critique en me disant oui, mais ouais, mais tu fais moins de vidéos, par exemple, sur l'Afrique. Est-ce que pourquoi? Ou sinon, c'était plus drôle avant. Là, t'es moins drôle. Voilà, ça va être des petits commentaires comme ça. Mais je prends conscience de ces commentaires-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'essaye pas de conditionner mon contenu pour qu'il plaise à ces gens-là. Et plutôt, je vois l'actualité, comme je dis, voilà, mind mapping de ce que, voilà, le tenant et l'aboutissant. Et en plus, je prends ma caméra, c'est moi qui pars. Après, si malheureusement la vidéo ne plaît pas, elle ne plaît pas. Mais des fois, quand quelqu'un me pose la question sur une vidéo, de faire une vidéo, etc., sur une thématique, je vais essayer de la faire, mais avec mon regard, par contre. La manière dont j'ai l'habitude de m'exprimer. Et le regard, en fait, il est plutôt neutre, je dirais. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça neutre, attends. Parce que je me conditionne pas, mais mon format est quand même un format conditionnant dans le sens où le but c'est de manger du popcorn, donc, hein. Est-ce que ça atteint sur mon image de moi, ou est-ce que ça me conditionne? En fait, pas trop, parce qu'en fait, je veux pas être vulgaire, mais ça n'a rien à faire, en fait. Les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ça, même si quelqu'un m'insulte dans les commentaires, comprenez. Et je ne veux même pas l'effacer. Même dans les lives, je n'efface pas les commentaires. Je les bloque. Des fois, je peux dire aux gens, tais-toi 2 minutes. Et c'est tout. Je ne les bloque pas. Parce que j'estime que les gens,
doit s'autoréguler tout seul. Et je ne veux pas mettre des modérateurs et je ne veux pas modérer les propos des gens. Si les gens ils viennent sur mon espace, en tout cas sur ma chaîne, ils mettent des commentaires, je les lis, des fois toutes, mais là ça commence à être beaucoup parce qu'on est 157. Avant je prenais le temps de tout lire, mais là sinon c'est une journée pour une vidéo, c'est un peu trop. Mais moi je les lis et en fait je peux réagir, mais je mets pas de modération parce que les gens doivent s'autodiscipliner tout seuls. Et peut-être leur faire confiance, mais c'est juste que j'ai pas envie d'être. À nouveau, c'est à ça en fait. Ouais, je comprends. Et donc là, c'était plutôt pour les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, le regard des autres. C'est quelque chose que tu as dû avoir à gérer avec le temps. C'est quelque chose où finalement tu as eu la même réaction que sur les réseaux. Finalement, tu t'en fiches un peu aussi comment tu gères? Maintenant oui. Avant non. Le regard des autres comptait beaucoup pour moi. Parce qu'on disait des choses de moi, par exemple, qui étaient fausses, et je voulais pas que les gens retiennent des choses fausses de moi. Et peut-être que j'avais une image de moi, pas peut-être, j'avais une image de moi de quelqu'un qui ne voulait pas faire de mal aux autres, en fait. Et donc, penser quelque chose de mauvais de moi, alors que c'est pas ma démarche, etc. Donc pour moi, c'était comme un désir de vouloir rétablir la vérité. En même temps, c'est sûr que quand quelqu'un dit des choses fausses sur toi, tu as envie que tu vas te défendre, en fait. Mais en fait, ce désir de défendre, en fait, il est mort. Dans le sens où tu penses ça, mais tu as le droit de le penser. Et je ne vais rien faire pour te contredire. Je laisse le réel se mettre en confrontation avec ce que tu dis, ce que tu vois et ce que tu exposes. Le combat, en fait, contre... c'est ce qu'on voit là en ce moment avec la télévision. Alors, Poutine, c'est le méchant. Non, Poutine n'est pas si méchant que ça parce que l'Ukraine... En fait, combat de je veux montrer que tu as raison, je veux montrer que j'ai raison, je veux montrer que tu as tort. En fait, ça ne mène nulle part. Donc, si tu penses quelque chose de moi, tu as le droit de le penser, tu peux même l'exposer. Mais avant, je prenais pas les choses comme ça. Avant, c'était vraiment important pour moi de savoir que j'étais quelqu'un de bien et que les gens avaient aussi cette vision de moi comme quelqu'un de bien, qui ne fait pas de mal aux autres, etc. Et maintenant, complètement égal, je brasse la case, et ben, je peux même dire des choses méchantes. Dans mes vidéos, je dis quand même des choses qui passent facilement parce que du coup, il y a un ami qui me dit, en fait, comme tu parles bien, du coup, tu glisses un petit doigt aux gens, mais ça passe tellement bien que du coup, il la voit pas, donc il me dit, du coup, il me dit, mais t'es un vrai politicien, je pense. Tu devrais aller faire de la politique. Mais oui, en fait, je peux être blessant aussi. Et c'est ça que... Et si les gens voient ça de moi aussi, c'est qu'il y a une part de vérité, il faut que j'accepte. C'est comme ça. Mais est-ce que ça va remettre toute mon existence en question? Non. Est-ce que je vais le prendre en compte? Oui. Mais est-ce que je vais complètement changer? Je vais le prendre en compte, mais... Ok. Est-ce que tu as déjà connu la pression ou le stress? Ah bah oui, tout à l'heure, quand la caméra m'enregistre, on me pose une question, je ne sais pas quoi répondre. En plus, il faut que je parle de moi, j'aime pas trop ça. Alors du coup, c'est quoi ton moyen pour arriver à gérer cette pression, ce stress que je t'ai fait malheureusement connaître tout à l'heure, sans le vouloir? Non. Non. Mais en fait, c'était inévitable. C'est-à-dire que comme j'ai pas l'habitude de ça, donc ça me déstabilise. Mais comme j'apprends par l'erreur, pas de problème. Normal. C'est-à-dire que je peux pas être parfait, en fait. C'est-à-dire que la perfection, c'est nul, en plus. Si t'es parfait, t'apprendras plus rien. Et donc, tu ne peux pas évoluer. Donc, je préfère que les gens voient aussi tous mes défauts et toute ma folie. Pas grave. Ils prendront ce qu'il y a à prendre et ils jetteront ce qu'il y a à jeter. Et ils me diront, mais ce mec, il est complètement con, il est complètement nul, en fait. Mais c'est pas grave. Prendront que t'es génial et voilà. C'est après, je pense. Ouais, mais après, de toute façon, chacun sa cartographie du monde, donc chacun va te percevoir avec
avec sa cartographie. Et tu sais, c'est souvent, j'avais fait une expérimentation qui était hyper intéressante par rapport à ça. C'est tu rentres tu fais sortir des élèves d'une classe et en fait tu les fais re-rentrer dans la classe et et en fait à chacun tu vas leur demander quelles sont les premières choses qu'ils voient en fait. Et en fait tu te rends compte que chaque personne qui rentre en fait va voir quelque chose de différent en fait parce que son attention va se porter sur quelque chose de différent en fonction de sa prise d'information et de sa cartographie du monde. Et ça c'est intéressant parce que finalement c'est ce qui se passe nous avec les gens quand on les rencontre, c'est-à-dire que les gens, même si on ne les connaît pas, quelque part, on va les regarder avec notre œil, nos codes et tout de suite, du coup, on va essayer de les catégoriser quelque part avant même de les connaître, tu vois, ce qui est malheureux quand même. Et du coup, c'est souvent comme ça que ça se passe en fait, c'est-à-dire les gens qui écouteront notre interview ou qui la regarderont, ils auront chacun des avis différents, mais après, ce qui est important, c'est ce qu'ils en retiendront de positif et qui pourront on va dire, soit les toucher, soit leur donner sans forcément, ou leur donner des informations qu'ils pourront utiliser eux-mêmes, ou leur donner envie d'aller regarder tes TikTok parce qu'ils connaissent pas le truc et finalement, ils vont aller voir et ça se trouve, ça va leur plaire ou ça se trouve, ça va pas leur plaire, mais du coup, voilà, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la rencontre, quoi. Il y a un philosophe là, qui s'appelle Charles Pépin qui a écrit un livre qui s'appelle La rencontre et qui est intéressante parce que finalement, si je synthétise un petit peu tout ce qu'il dit, c'est que quelle que soit la rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, elle t'aide à savoir qui tu es, en fait. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est marrant, la rencontre, tu me parles de la rencontre parce que quand j'étais à Lyon, j'allais au marché comme ça, et t'as un peintre qui me fait ça comme ça. Il me dit, monsieur, excusez-moi, je peux vous peindre? Je lui ai dit non. Et après, il me dit, je peux quand même garder votre numéro de téléphone? Je lui dis, oui, d'accord, mais... Et au bout de quelques temps, j'ai fini par accepter. Et justement, il a fait un tableau qui s'appelle La rencontre. Du coup, ça m'a fait tilt par rapport à ça. Ouais, ça fait écho. Ouais. Okay. Et oui, la rencontre est capitale. Et la rencontre, c'est là où commence la relation. Et ce philosophe, je sais pas si tu connais, hein, c'est un philosophe qui est, on en parle pas mal. Hein. Il a fait des trucs qui sont très sympas. Charles Pépin. Et du coup, il a fait, du coup, il y a la rencontre, il y a la confiance en soi, enfin, c'est un autre livre, et les vertus de l'échec. Et du coup, tu vois, c'est trois ouvrages qui sont hyper intéressants à lire, ou des fois, il y a même des conférences que tu peux donner qui sont sur YouTube et qui sont hyper intéressantes, puisque finalement, comme tu disais, l'expérience, les rencontres, c'est ça qui finalement nous permettent un petit peu de mieux nous connaître, et puis aussi de poser le cadre de nos valeurs, de ce qu'on va tolérer, pas tolérer, parce qu'à un moment donné, c'est en se confrontant à ce qu'on ne tolère pas, mais des fois on sait pas qu'on va pas tolérer certaines choses, mais finalement c'est en se confrontant à qu'on se dit mais plus jamais ça en fait. Et du coup voilà quoi, il y a des rencontres bienveillantes et puis il y en a d'autres finalement tu dis non plus jamais ça. Donc, d'accord, c'est vrai. On apprend comme ça, on peut pas savoir si toutes nos expériences seront bonnes, et donc on est obligé de se tromper, et se tromper, c'est pas la fin du monde, en fait, c'est juste un apprentissage de plus, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Après, tu vois, moi, j'ai levé de mon vocabulaire, et souvent je le dis dans les interviews, le mot échec ou le mot erreur, moi, je l'ai levé de mon vocabulaire, en fait. Moi, j'appelle ça des apprentissages par l'expérience, en fait. Et l'expérience, elle peut être graduellement très bonne, pas bonne. Et en fonction de ça, t'apprends et du coup, tu deviens meilleur parce que t'as su identifier quelque chose sur lequel tu peux progresser, ou quelque chose où tu as été en difficulté, où tu as besoin de travailler, ou tu as trouvé une solution pour pouvoir avancer. Et c'est en ça que c'est intéressant. Après, je mets toujours le mot erreur ou le mot échec dans la question parce que c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup dans la société, les erreurs, les échecs. Alors que finalement, on pourrait très bien traduire ça plutôt par expérience, quoi. C'est l'expérience. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est dans une société qui n'aime pas trop l'échec, en fait. Tu dois suivre un parcours et
Et c'est comme si, c'est comme tu sais, que souvent les gens qui font des sites internet ou des programmeurs, et qu'en fait, ou même quand tu es, tiens, quelque chose tout bête, tu commandes un téléphone sur un opérateur, il te met à chaque fois, ou même c'est Amazon, il te met à chaque fois où est-ce que tu en es, étape par étape. T'as l'impression, en fait, on est devenu ça, il faut suivre les étapes, et s'il y a une étape qui est machin, c'est comme si tu avais raté quelque chose. Et tout est devenu linéaire, et il faut suivre la ligne, comme disait d'ailleurs, tu vois, l'insolent mythe, la ligne fascine la poule. Ok. Non, mais après, par rapport aux erreurs, c'est que tu vois, en fait, j'ai un exemple très concret en tête et c'est un entrepreneur qui m'en a parlé, en fait. C'est, en fait, la différence de philosophie entre les banques américaines et les banques françaises. Si un entrepreneur en France se plante, en fait, les banques vont être frileuses à lui reprêter de l'argent. Aux États-Unis, en fait, si tu te plantes et que tu te plantes encore et que même si tu plantes plusieurs fois ta boîte, en fait, ils ont le raisonnement inverse, c'est de se dire qu'il s'est tellement planté qu'en fait, finalement, on va lui donner de l'argent parce que il a certainement dû apprendre de ses erreurs et ça se trouve, cette boîte-là, il va réussir, en fait, et il va générer du profit. Et enfin, voilà, tu vois, la différence. Oui, nous, on demande des garanties. Est-ce que vous avez des garanties pour justement, s'il y a une erreur, qu'il puisse y avoir un deuxième trou ou quelque chose qui peut compenser. Donc, du coup, ouais, c'est quand tu veux effectivement démarrer, t'as pas de. C'est compliqué, ouais, c'est clair. C'est compliqué. Ok. Allez, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Quelle est croustillante. Ah bah oui, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, je suis tout à fait d'accord et je dirais que c'est ce que je suis en train de récolter. C'est-à-dire que quand tu sais quand tu sais ce que tu veux, quand c'est clair et que tu as décidé d'y aller, que tu te retrouves sans rien, que personne ne te prend en toi, que tu te retrouves au plus bas de terre, mais que tu sais que c'est ça, eh ben, fonce, ne t'arrête jamais. Et que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans, peu importe, eh ben, même s'il n'y a rien, même avant même que tu meurs, tu vois, minimum, ou même après ta mort. Mais si tu es convaincu d'une chose, c'est vrai, alors ne lâche pas. Et moi, c'est ce que je suis en train de constater, c'est que ce qui m'arrive là, c'est il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, en fait, il est le fruit de 8 années de travail intensif sur moi à accepter que, comment je peux dire ça, que la vie des autres est important, donc pas non plus complètement les ignorer constamment, mais c'est que quand à un moment donné, tu sais ce que tu veux, et ben, et bien sûr, je souscris totalement. L'effort, je dirais pas que c'est l'effort, c'est le travail, tout ce que tu crois être bon ou est-ce que vrai, continue, t'arrête pas. Et quelles que soient les difficultés, moi je suis souscrit. Ok. Donc il ne faut rien lâcher et toujours croire dans les objectifs qu'on s'est fixés. Exactement. Et quand c'est clair, quand c'est ces objectifs, par contre, t'appartiennent. Pas qu'elles sont les fruits finalement des autres. C'est-à-dire que souvent on se met des objectifs parce que on nous a dit que pour vivre, il fallait avoir tel objectif. Du coup, c'est pas tes objectifs. Ça, ce sont les objectifs imposés par les autres. Et si c'est ton propre objectif et que tu t'embrases de l'intérieur, c'est en harmonie avec toi-même, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est des objectifs imposés par le regard de la société ou de ta famille, etc., non. Ok, on a compris. On a compris. Voilà. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin un petit peu de ton calvaire de l'introspection mentale. Ah non, c'est un plaisir. Chacun. Non, je sais bien que c'était un plaisir. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour pouvoir un petit peu faire cette interview un petit peu, qui était improvisée ce soir d'ailleurs, qui s'est fait comme ça. Mais c'est
J'aime bien l'inattendu. C'était un peu inattendu qu'on fasse ça ce soir. C'était prévu à un autre moment. Mais ça s'est fait ce soir. Du coup, c'était chouette. Et du coup, je tiens à te remercier. Et la tradition du podcast veut que c'est l'invité qui vient clôturer l'épisode finalement en posant son empreinte un petit peu sur cet épisode, en déposant quelque chose qui lui tient à cœur de dire et de laisser aux gens qui nous écoutent quelque chose qui pourra en tout cas les questionner, ou qui pourront en tout cas quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de sceller comme étant ton épisode, ton mot de la fin, quoi. C'est déjà, merci à toi pour l'invitation et le temps que tu as passé avec moi pour entendre mes réponses. Et merci à tes auditeurs aussi. C'est ça qui leur beaucoup de plaisir à écouter un sacal qui parle beaucoup et qui mange du popcorn en faisant du cynisme. Et alors, je dirais que, dans ce cas-là, je dirais une chose. Comme on m'a fait bugger au lycée, en me disant que la personne que l'on aime, c'est la personne que l'on n'a pas besoin. Je dirais peut-être une chose sur l'amour, c'est qu'en fait, assez dur, mais qui peut peut-être résonner de même intensité. On ne vous aime pas. Ou en tout cas, très peu de gens vous aiment. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, je pense, c'est de découvrir c'est quoi l'amour. C'est pas très croustillant. Ce mot de la fin. Comme le mot de la fin est assez cook. Non, mais ça fait sens. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de découvrir qu'est-ce qu'est l'amour pour soi et pas forcément attendre de l'amour des autres. C'est ça que tu veux dire? Pas vraiment. Non, c'est que je pense qu'on ne nous aime pas. Mais il y a des gens qui ont, à force de voir, de mettre beaucoup d'attention dans l'existence pour se comprendre et pour comprendre aussi les autres, ces gens-là, ils en existent et ils arriveront à capter quelque chose. Mais très peu de personnes nous aiment. Et c'est pas grave. Parce que on n'a pas forcément besoin d'être aimé. On a simplement, pour moi, besoin de découvrir l'amour. De découvrir. Et une fois qu'on le découvre, on se rend compte que même en bouffant du popcorn, en étant cynique, en regardant le monde s'effondrer, rigolant, c'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait faire ensuite, en fait, ne sera plus la chose que l'on fait. Faire de la politique sans amour, ça ne donnera rien. Par contre, si tu découvres ce qu'est l'amour, en faisant de la politique, ça donnera quelque chose. Donc, c'est pas quelqu'un qui doit te dire ce qu'est l'amour pour ensuite essayer de faire comme devenir cet amour, etc. Mais découvre-le. Mais pour ça, il faut vraiment découvrir que très peu de gens nous aiment, ou l'amour, ou on ne nous aime pas, tout simplement. C'est brutal, je sais, mais je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Ok. C'était croustillant. J'avoue. Là, ils vont dire, bon, ton gars, là, il est... Il a été contaminé par le drapeau chinois. Les zombies, t'en as ou pas? Ok. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ton interview, c'était cool. Du coup, voilà, si les gens auront compris que s'ils veulent aller découvrir un petit peu tes vidéos, il faut aller sur TikTok. T'en reprends aussi quelques-unes sur Instagram. Puis voilà, en tout cas, plein de vidéos, plein de cynisme, plein d'actualités croustillantes à commenter. Et je pense qu'il va y en avoir encore quelques-unes avec la gestion des retraites. Il va y avoir du croustillant, ça c'est sûr. Des Pierre Palmade, ça va tourner pendant un petit moment. Je pense que du coup, là, ils sont déjà en train d'enquêter sur ces ordinateurs. Là, ils sont en train de faire une remontée incroyable de trucs. Là, il y a des choses qui ressortent de je ne sais où. Donc voilà. Et puis, écoute, bonne fin de soirée. Oui. Et je te dis, du coup, à très vite. Et puis voilà, on va continuer à te suivre. Bientôt. Merci à vous. Très bientôt. Ouais. Ciao. Merci. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.